L'équipe d'Ursula von der Leyen est en visite en Inde pour renforcer les liens commerciaux avec ce pays qui compte près d'1,5 milliard d'habitants. L'Europe affiche l'indice de démocratie le plus élevé au monde selon une étude réalisée par l'Economist Intelligence Unit. Nouvelle négociation entre Washington et Moscou à Ankara. Les diplomates russes et américains ont discuté du rétablissement des effectifs de leurs ambassades. Abdullah Öcalan a appelé jeudi à la dissolution du PKK, le groupe armé kurde qui s'oppose à Ankara depuis plus de 40 ans. L'équipe d'Ursula von der Leyen est en mission en Inde. Le collège des commissaires européens a atterri à Delhi pour relancer un partenariat commercial stratégique avec ce pays qui compte près d'1,5 milliard d'habitants. L'UE tente ainsi de diversifier ses partenaires, car les relations avec les plus grandes puissances économiques, la Chine et les États-Unis, sont de plus en plus tendues. La Commission européenne estime que ce voyage de 2 jours est essentiel pour renforcer la coopération dans le domaine des technologies. Ursula von der Leyen rencontrera le Premier ministre indien Narendra Modi vendredi, pour évoquer entre autres l'avenir de l'Ukraine et le rôle de l'Inde dans les négociations de paix. Dans le même temps, chaque commissaire européen rencontrera son homologue indien. En 2024, l'UE et l'Inde ont échangé pour 120 milliards d'euros de marchandises. La Commission européenne a présenté la première partie d'un effort de simplification des obligations en matière de développement durable pour les petites et moyennes entreprises. Ce changement les dispenserait notamment de prouver qu'elles ne commercent pas indirectement avec des entreprises coupables d'exploitation ou de violation des droits de l'homme. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a justifié cette décision lors d'un sommet industriel. Selon elle, ce changement permettra aux entreprises européennes d'économiser jusqu'à 6 milliards d'euros par an. Around 80% of the companies will be excluded from the scope of the CSRD and the CSDDD. Around 90% of companies will be exempted from mandatory taxonomy. And our CBAM proposal will exempt 90% of importers. Now, you can say, what is about the carbon footprint? Well, let's look at the figures together. These 90% of companies that we are exempting now from CBAM are responsible for less than 1% of import volumes, so less than 1% of the associated emissions. So the climate impact in this change is minimal, while the positive impact on the SMEs is huge. La Commission européenne rejette toute accusation de dérégulation. Mais les organisations de consommateurs et les ONG écologistes estiment que ce changement met en danger le pacte vert européen et la transition écologique dans son ensemble. Malgré un recul à l'échelle mondiale, la démocratie demeure en bonne santé en Europe, selon une nouvelle étude réalisée par l'Economist Intelligence Unit. Sur les 10 pays les plus démocratiques au monde, 9 se trouvent en Europe. La moitié est située au nord du continent. Le podium de ce classement est formé de la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suède. Les pays sont répartis en 4 types de régimes politiques: démocratie à part entière, démocratie imparfaite, régime hybride et régime autoritaire. Aucun pays européen n'est classé dans cette dernière catégorie. Avec un score légèrement supérieur à 8 sur 10, l'Europe occidentale est la région qui affiche l'indice de démocratie le plus élevé au monde. Toutefois, le rapport évoque un mécontentement généralisé des électeurs qui les détournent des partis traditionnels et alimentent les extrêmes. In Europe in 2024, the score edged up slightly. And of course, we know we had a number of elections in Europe. And most all of the countries in Europe are rated either full democracies or flawed democracies. Le rapport met en lumière quelques changements notables. Avec un score de 7,99, la France est passée d'une démocratie à part entière à une démocratie imparfaite, suite à l'instabilité politique provoquée par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections anticipées et le renversement du gouvernement de Michel Barnier. So it was really this functioning of government that brought France down just below that 8% mark. So I don't think it's an irredeemable
situation for France to move back above that number 8 marking if they can improve the functioning of government over the course of the next year. À l'inverse, le Portugal, la République tchèque et l'Estonie ont progressé dans le classement. Ils passent de la catégorie démocratie imparfaite à démocratie à part entière. In Portugal, we saw an improvement in 2 areas, functioning of government and political culture. And that's really what brought Portugal's score back just above that 8% mark. Sur une échelle de 1 à 10, l'indice de démocratie se base sur 5 critères. Le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique. Alors que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a laissé entrevoir la possibilité d'une adhésion de l'Ukraine à l'UE d'ici 5 ans, son prédécesseur, Jean-Claude Juncker, se montre plus sceptique. The European Union has to be very careful when admitting new members. Ukraine is not ready for membership. The economy is not in a position that it could easily take part in the European internal market. The state structure of Ukraine is not reflecting basic European values at 100%. There is corruption in Ukraine, the Ukrainians themselves. Jean-Claude Juncker propose plutôt une forme d'adhésion partielle de l'Ukraine, notamment son droit de vote au Conseil européen. I was never mentioning a date when it comes to future membership of European nations to the European Union because it's a too critical issue to pre-mention dates. But I'm accepting that Ukraine is making progress on these different issues we were mentioning. I would be in favor of a membership which would not be a total membership. A membership minus. Membership minus, but membership without institutional dimensions. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien dans l'émission The Europe Conversation. Des diplomates russes et américains se sont réunis ce jeudi à Istanbul pour discuter du fonctionnement de leurs ambassades respectives à Moscou et à Washington. Cette nouvelle série de discussions fait suite aux pourparlers entre Moscou et Washington en Arabie Saoudite la semaine dernière, qui ont marqué un changement extraordinaire dans la politique étrangère des États-Unis sous la présidence de Donald Trump et une rupture nette avec les efforts menés par les États-Unis pour isoler la Russie en raison de sa guerre en Ukraine. Lors de ces pourparlers, Moscou et Washington ont convenu de collaborer pour mettre fin au conflit et améliorer leurs relations diplomatiques et économiques. Parmi les premières mesures, rétablir les effectifs des ambassades qui ont été durement touchés ces dernières années par l'expulsion mutuelle de nombreux diplomates et d'autres restrictions. Ces réunions préparent un éventuel sommet entre les dirigeants américains et russes. La dernière rencontre de ce type a eu lieu lors du sommet du G20 à Osaka en 2019. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a souligné jeudi que son pays ne pouvait être exclu d'éventuelles futures structures de défense européennes. Avrupa güvenlik mimarisi eğer yeniden oluşacaksa bunun tabii ki Türkiye'siz olması mümkün değil. Yani Türkiye'yi dışarıda bırakan, Türkiye gibi bir askeri gücü dışarıda bırakan bir güvenlik mimarisi yaklaşımının çok fazla gerçekçi olmayacağı hususunda tabii altı çizilmesi gereken başka bir husus. Ces commentaires interviennent alors que les pays européens sont confrontés au défi de mettre fin à leur dépendance à l'égard des États-Unis en matière de sécurité. La Turquie dispose d'une force militaire importante et d'une position stratégique. Toutefois, les relations plutôt neutres d'Ankara avec Moscou et ses politiques étrangères contrastées pourraient rendre difficile son intégration dans une éventuelle nouvelle alliance européenne de défense. C'est un appel qui pourrait mettre un terme à un conflit qui dure depuis 40 ans en Turquie. Abdullah Öcalan, le fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan ou PKK, a appelé jeudi ses partisans à déposer les armes et à dissoudre définitivement l'organisation.
Son message, intitulé Un appel à la paix et à la société démocratique, a été lu en turc et en kurde ce jeudi à Istanbul. Plus tôt dans la journée, de hauts responsables du parti pro-kurde DEM ont rencontré Abdullah Öcalan dans le cadre des nouveaux efforts de paix entre Ankara et le PKK. Le conflit qui les oppose a fait des dizaines de milliers de victimes en 40 ans. Abdullah Öcalan, âgé de 75 ans, est emprisonné depuis 1999 sur l'île d'Imrali, au large d'Istanbul, après avoir été condamné pour trahison. Fondé en 1978, le PKK mène une insurrection dans le sud-est de la Turquie depuis 1984. Le groupe est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie et ses alliés occidentaux. Gene Hackman retrouvé mort à son domicile de Santa Fe au Nouveau-Mexique. La police a découvert le corps inanimé de l'acteur à côté de celui de son épouse. Rien n'indique qu'il puisse s'agir d'un acte criminel. Gene Hackman avait 95 ans et il avait remporté 2 Oscars au cours de sa carrière. Ses performances dans des films comme French Connection ou Unforgiven ont marqué l'histoire du cinéma. Sa carrière avait pris son envol en 1967 quand Arthur Penn lui avait confié un second rôle dans Bonnie and Clyde. Gene Hackman a travaillé avec quelques-uns des plus célèbres réalisateurs du cinéma. Francis Ford Coppola dit pleurer sa perte et célébrer son existence et sa contribution.